Alors, bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous accueillir pour cette troisième édition donc, de la promotion de la clinique juridique 2022-2023. Et puis, tout de suite, je vais laisser la parole à Caroline Lacroix, qui nous fait l'amitié d'être là parmi nous pour faire une petite allocution d'ouverture. Donc, je te laisse la parole, Caroline. Merci beaucoup, Aloïse. Alors, allocution d'ouverture, c'est un bien grand mot. Je vais juste, en fait, en réalité, vous souhaiter la bienvenue et vous souhaiter une bonne troisième séance inaugurale de cette clinique. Clinique à laquelle je tiens particulièrement parce qu'elle fait partie des points forts du Master 2 droit de la santé et des nouvelles biotechnologies, qui est quelque chose d'assez exceptionnel dans le paysage de nos Master 2 droit de la santé, et donc quelque chose, un outil en réalité mis en place qui est particulièrement précieux. Et donc, c'est une grande joie pour moi et un grand plaisir de voir tous les ans renouveler cette séance inaugurale, même si je n'ai pas toujours l'occasion d'être présente à ce moment-là. Mais en réalité, merci beaucoup. Merci surtout, alors d'abord à Louise d'avoir monté ce projet et de le faire vivre depuis 3 ans. Merci évidemment à ceux qui nous ont fait confiance à l'extérieur de l'université, en premier lieu à nos parrains, dont l'un est là aujourd'hui et fidèle en réalité parrain depuis la création de cette clinique. Merci, monsieur le député. Merci également à tous les professionnels qui accompagnent, puisque là aussi, nous avons des fidèles parmi les fidèles qui sont là tous les ans, cher maître. Je vous remercie comme chaque année. Merci aussi à nos partenaires qui ne sont pas nécessairement là aujourd'hui, sauf erreur de ma part. Ou certains en distanciel, et c'est donc plus compliqué de les voir, mais merci par exemple au Génopôle. Évidemment, c'est important pour nous de pouvoir travailler dans le cadre de cette clinique juridique avec le Génopôle qui est notre voisin. Merci à l'association agrocellulaire de France. Évidemment, là aussi, c'est un beau partenariat que nous avons mis en place, et j'en oublie certainement d'autres et je ne veux vexer personne, donc un grand merci général. Je suis heureuse de voir que, du coup, en me tournant, parce que même si les caméras ne sont pas activées, merci Madame Passage de nous rester fidèle, puisque c'est une ancienne de la profession et qui vient intervenir. Merci d'avoir suffisamment bon souvenir de votre passage dans le M2 pour revenir parmi nous. Je suis ravie de vous croiser. Voilà, donc c'est vraiment un grand plaisir que de nouveau voir s'ouvrir cette troisième clinique juridique cette année. Je vous souhaite évidemment d'excellents travaux, d'y prendre beaucoup de plaisir. C'est une autre manière de travailler, c'est une autre manière d'être formé en réalité dans le cadre de ce Master 2, de manière moins classique, moins conventionnelle, moins universitaire au sens strict du terme, tel qu'on a pu le faire jusqu'à maintenant, mais tout aussi formateur en réalité, et plus formateur en réalité. Et donc, je vous souhaite d'excellents travaux au cours de cette clinique jusqu'au mois de juin. Même au-delà. Voilà. Très bonne journée à tous et merci encore, et merci beaucoup à Louise de porter cette clinique. Merci beaucoup Caroline pour ces quelques mots qui font toujours très plaisir. Et puis effectivement, je tiens aussi à préciser donc, que depuis cette année, je suis co-directrice aux côtés donc, de Caroline Lacroix du Master 1 droit de la santé, et donc ce qui m'a permis effectivement d'inviter les Master 1 à participer pour la première fois à l'inauguration de cette clinique juridique, enfin pas l'inauguration, mais l'inauguration de la troisième promotion maintenant, ce qui vous permettra aussi voilà, d'avoir un avant-goût de ce qui vous attend dans le Master 2 et de vous donner aussi envie voilà, de pouvoir vous inscrire et d'être des futurs cliniciens. Alors, juste un petit rappel des dates. Effectivement, la création de cette clinique remonte à septembre 2020, l'inauguration au 2 mars 2021. Nous en sommes donc déjà à la troisième promotion. Et donc, pour rappel de l'objet de cette clinique juridique, eh bien, cette clinique juridique a pour objet de décloisonner finalement les santé humaines, animales et environnementales, d'où la création également du cours de droit du vivant animal et végétal qui participe à la théorie finalement et avec une mise en pratique par la clinique juridique. Et puis, nous le disons à l'instant, effectivement, clinique juridique parrainée par les députés, donc Cédric Villani, ici présent, un grand merci, cher Cédric, et Laetitia Romero-Diaz, qui n'a pas pu être parmi nous
aujourd'hui, mais qui est resté fidèle à la clinique et qui a passé une moitié de journée il y a 15 jours pour le lancement du livre blanc sur l'agriculture cellulaire, dont j'aurai l'occasion de reparler tout à l'heure dans le bilan. Donc Cédric Villani et Laetitia Romero-Diaz, tous deux députés de l'Essonne sous la 15e législature. Alors, je vais retourner à mon bureau, puisque nous avons un petit, effectivement, chassé-croisé à faire au niveau du micro. Hop, je me réinstalle. Voilà. Alors, donc, nous avons également, je tiens à le noter, notre doyen Vincent Bouillet qui va faire un petit passage avant le départ de Cédric Villani pour le saluer, donc aux alentours de 15 heures. Alors, l'an dernier, lors de la conférence de lancement de la deuxième promotion de la clinique juridique, est-ce qu'on peut me tourner la caméra, s'il vous plaît, juste pour que tout le monde puisse suivre. Voilà, il faut juste la faire pivoter. Je crois que c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, on a effectivement l'an dernier, lors du lancement de la conférence de la deuxième promotion de la clinique juridique, donc qui avait lieu le 7 décembre 2022, je vous avais annoncé avoir créé donc dès le mois de mars un site internet dédié à la clinique juridique, ainsi qu'une page LinkedIn donc sur le réseau professionnel. Et donc, ces sites internet sont dédiés aux activités pédagogiques de la clinique juridique. Et donc, je vous avais annoncé des premiers chiffres tout à fait prometteurs, puisque nous avions eu donc l'an dernier à cette même date déjà 2289 visiteurs différents et 5218 visites sur notre site internet. Et donc, cette fois, je peux vous annoncer que l'on a explosé les chiffres et les scores, puisque l'année 2002, donc au 7 décembre, puisque les statistiques s'arrêtent toujours la veille, nous avons reçu 5062 visiteurs différents et enregistré 13 170 visites. Donc, voilà, ces statistiques révèlent vraiment l'intérêt du public pour les travaux menés par les cliniciens tout au long de l'année, dont je vais justement vous faire un rapide bilan et pour que vous puissiez avoir un aperçu finalement des différents travaux qui sont menés. Alors déjà, commençons peut-être par le mois de février 2022 où j'ai organisé une table ronde avec Madame Laetitia Romero-Diaz et les cliniciens. Et étant donné que Madame Romero-Diaz était rapporteure de la dernière loi de bioéthique ainsi que dépositaire et rapporteure de la loi visant à lutter contre la maltraitance animale, eh bien les étudiants ont pu l'interroger sur diverses thématiques. Et donc en lien avec l'une ou l'autre de ces lois. Et donc, étant donné que nous avons travaillé justement ces deux lois dans mes différents cours, donc aussi bien dans le cours de droit de la bioéthique que celui du droit du vivant animal et végétal que je vous citais tout à l'heure, ou aussi d'ailleurs celui du droit des personnes vulnérables. Et donc, les étudiants ont beaucoup travaillé, je crois que Madame Passage pourra nous en témoigner, pour préparer des questions, puisqu'il faut déjà que les questions soient suffisamment pertinentes aussi pour que la députée puisse y répondre. Et ça a été vraiment très enrichissant. Alors, cette table ronde, justement, elle a été filmée dans son intégralité et la vidéo est justement disponible sur le site internet de la clinique juridique. Donc, ne pas hésiter à aller y jeter un œil. Les étudiants ont également rédigé tout au long de l'année des articles juridiques sur une thématique de leur choix, en lien avec le concept One Health, donc concept qui se veut vraiment une appréhension de la santé au sens large, donc ils n'ont pas besoin de se brider finalement pour le choix de leur sujet. Et ils ont été publiés, ces articles, sur le site internet de notre partenaire, qui est le Village de la Justice. Et donc, ça a très bien fonctionné parce que les étudiants ont pu bénéficier d'une grande visibilité. Alors, je vous expose les sujets des articles qui ont été choisis. Vous allez pouvoir voir la diversité, effectivement, de ces sujets. Les enjeux juridiques de la xénotransplantation, donc les organes animaux que l'on va transplanter effectivement sur le corps humain, l'insuffisance des mesures encadrant le bien-être des animaux destinés à la consommation, l'embryon chimérique selon la loi de bioéthique du 2 août 2021,
les fleurs et les feuilles de chanvre de la prohibition à la régulation, actualisation du cadre juridique du don de corps à la science, une obsolescence législative de la catégorisation des chiens et la protection des générations futures mises à mal par les atteintes à l'environnement. Donc vraiment des thèmes tout à fait divers et variés, et vous allez pouvoir voir que effectivement il y a beaucoup de vues, de lecture de ces différents travaux. Alors je vais tenter un petit partage d'écran. Alors par exemple, pour les feuilles, les fleurs et les feuilles de chanvre, nous avons, vous voyez, 1538 lectures de cet article. Nous avons ensuite, pour les enjeux éthiques et juridiques de la xénotransplantation, un exemple de 2647 lectures, et peut-être, je crois, celui qui a reçu le plus de visites et de lectures sur l'embryon chimérique, 3523 lectures. Donc voilà, effectivement, les étudiants travaillent beaucoup. Je les fais aussi beaucoup travailler, notamment les notes de bas de page. Même si ce n'est pas une revue à comité de lecture, il ne s'agit pas effectivement de les brader pour autant. Et donc, nous avons effectivement beaucoup de travaux à faire sur le sujet, puisque Dieu sait si c'est compliqué pour les étudiants aussi cet exercice. Alors, j'arrête le partage. Voilà, alors cette année encore, les étudiants cliniciens vont rédiger des articles juridiques qui seront donc publiés sur le site de notre partenaire du Village de la Justice. Petite nouveauté, cette année, ils formeront des équipes pour effectivement choisir des sujets en commun et travailler en commun, ce qui va permettre aussi voilà, d'avoir une cohésion de groupe et puis de se répartir aussi les tâches. Donc voilà, petite nouveauté pour cette année. Ensuite, les étudiants cliniciens ont effectivement des séminaires avec des professionnels qui viennent les rencontrer, des séminaires pratiques effectivement, qui viennent compléter aussi le côté théorique des ateliers qu'ils peuvent mener. Alors, par exemple, ils ont reçu Cathy Morales-Frénois, qui est avocate au barreau de Paris et de New York, et qui est intervenue sur les droits des sols et des sites pollués, ce qui était tout à fait intéressant puisque ça permet justement de faire des liens entre la santé humaine, animale et environnementale. Ça les a beaucoup intéressés et ça a donné lieu à un exercice pratique, et donc les nouveaux cliniciens suivront également ce séminaire et réaliseront un exercice similaire. Donc on remercie chaleureusement bien sûr Maître Morales-Frénois pour sa fidélité également. Ensuite, les étudiants ont également suivi un séminaire et réalisé un atelier pratique auprès de Maître Audrey Bernard, donc membre du barreau de l'Essonne, dont je remercie très sincèrement donc la présence aujourd'hui. Et la thématique donc ici abordée porte sur le droit du dommage corporel, qui est une thématique finalement trop peu étudiée auprès des étudiants, y compris dans les cursus de droit de la santé. Et cette année encore, les étudiants donc, auront le privilège de suivre le séminaire de Maître Bernard, à qui j'aimerais d'ailleurs donner juste la parole pour qu'elle puisse nous dire quelques mots, justement, puisqu'elle nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Si vous voulez bien venir à mes côtés, Maître. Merci. Bonjour à tous. Donc, merci de cette présentation. Audrey Bernard, avocat au barreau de l'Essonne. Je suis spécialiste en réparation du dommage corporel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'interviens pour aider les victimes d'accidents, d'agressions, pour obtenir une indemnisation et faire valoir leurs droits. Donc, lors du séminaire, nous faisons vraiment du pratico-pratique, c'est-à-dire qu'on va déjà faire une petite phase pour que je vous explique comment faire un chiffrage indemnitaire. On va préparer des conclusions ensemble et ensuite les plaider. Voilà, donc ce sera un échange assez privilégié. J'apporte des robes d'avocat, on simule une vraie audience ensemble, je joue le rôle du magistrat. Ce sont des dossiers que j'ai en cours au cabinet
Et donc, je pourrais même vous apporter la solution qui a été apportée, que ce soit en négociation ou lors d'une audience, si je l'ai plaidé au moment où nous-mêmes nous plaiderons ce dossier. Voilà, donc c'est l'objet, en effet, c'est de s'éloigner un petit peu de la théorie et de se mettre les mains vraiment dans le cambouis et voir ensemble le quotidien de l'avocat lorsqu'il reçoit le client, lorsqu'il doit prendre des conclusions, chiffrer une indemnisation, comment ça se passe. Voilà, donc on se verra pendant 3 séminaires, un peu théorique pour présenter le dommage corporel parce que c'est une matière que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais étudiée. On la découvre après lors des stages. Et ensuite, un séminaire pour vous expliquer comment rédiger un acte, puisque là encore, vous ne l'avez pas encore étudié, on l'étudie lorsque l'on va à l'école d'avocat. Et troisième partie, la plaidoirie. Voilà. Donc, on se verra à partir du mois de mai, je crois, de mémoire. Avant, je crois, avant. Mais ce sera la plaidoirie. Ah, voilà. Donc, un peu plus tard, pour découvrir cette matière. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Effectivement, j'ai fait pendant que vous évoquiez tout ça, j'ai fait circuler donc les photos que vous faites à l'issue effectivement avec les étudiants, et c'est vrai que c'est toujours un plaisir pour eux de mettre en pratique aussi voilà les activités, et donc cette activité de procès fictif, je pense, fait partie aussi des points forts qu'ils apprécient tout particulièrement. Et puis je tiens aussi à signaler que cette mise en pratique auprès de la clinique juridique a été particulièrement fructueuse cette année, puisque l'une des cliniciennes a été recrutée par Maître Bernard à l'issue justement de cette mise en pratique de la clinique juridique. Donc vraiment, voilà, je pense que ça s'est très bien passé finalement, cette clinique juridique, pour cette embauche. Donc encore merci finalement de ce que vous avez apporté au sens large auprès des étudiants et ce que vous allez encore leur apporter cette année. Merci beaucoup à vous. Alors, autre point également, puisque nous continuons dans notre bilan, vous voyez que les étudiants ont bien travaillé pendant cette année, puisqu'ils ont également réalisé tout un travail d'envergure sur l'agriculture cellulaire. Alors, ils ont d'abord suivi un séminaire donné par Nathalie Roland, qui est biologiste et présidente de l'association Agriculture Cellulaire France, donc qui est l'un de nos partenaires également. Et nous avons rédigé, donc tous ensemble, parce que moi aussi j'ai mis la main à la pâte, ce livre blanc donc intitulé Agriculture cellulaire, les enjeux juridiques de l'alimentation de demain. Alors je vais peut-être cesser mon partage d'écran. Hop, je ne sais plus. Voilà, c'est bon, on est revenu à la normale. Oui, voilà, donc les enjeux juridiques et éthiques de l'alimentation de demain, qui est d'ailleurs l'exemplaire de Cédric Villani, puisqu'il n'avait pas pu être parmi nous il y a 2 semaines. Et donc, ce livre blanc a permis aux étudiants de beaucoup travailler sur des notions complexes de droit européen, telles que celle de nouvel aliment, d'innovel food, sur les différentes étapes de la procédure de mise sur le marché européen pour un produit issu de l'agriculture cellulaire, de faire aussi du droit comparé avec les autres États dans lesquels justement ces produits sont déjà sur le marché, comme à Singapour par exemple, mais aussi sur l'information du consommateur, sur la dénomination des produits, etc. Donc, ce fut vraiment un travail très novateur et passionnant qui a pour but donc d'éclairer les lecteurs sur cette biotechnologie qui est finalement encore méconnue, mais qui permet aussi d'envisager justement d'initier une recherche publique qui fait pour le moment défaut en droit français. Donc vraiment, il s'agit du premier livre blanc français à aborder ces questions. Donc je tiens vraiment à souligner l'importance de ce travail qui a été préfacé par Georges Chapoutier, biologiste et philosophe, directeur de recherche émérite au CNRS, lequel d'ailleurs a également procédé aux allocutions d'ouverture de la conférence de lancement de ce livre blanc qui s'est donc déroulé le 15 novembre 2022. Alors, cette fois en présence de Laetitia Romero-Diaz. Il y avait également une collaboratrice parlementaire qui représentait le sénateur Arnaud Bazin, mais également des universitaires et puis des entrepreneurs qui travaillent dans le domaine de l'agriculture cellulaire notamment.
Donc, ce livre blanc sera très bientôt accessible en ligne, ainsi que la vidéo de la conférence de lancement. Alors, malheureusement, le service audiovisuel rencontre quelques petits problèmes techniques sur la vidéo, donc c'est un petit peu plus long que prévu, mais en tout cas, j'ai bon espoir que nous puissions avoir un document vidéo d'ici la semaine prochaine. Donc, voilà, vraiment un point tout à fait important. Et donc, je remettrai le livre blanc à notre parrain, tout à l'heure. Ensuite, je tiens à également vous faire part d'un travail tout à fait précis que j'ai initié alors avec une seule étudiante clinicienne et une recherche qui est toujours d'actualité aujourd'hui, vous allez le voir. Il se trouve qu'en fait, Mademoiselle Passage, donc si vous voulez peut-être mettre votre vidéo, Mademoiselle, eh bien, Mademoiselle Passage effectuait donc son mémoire sous ma direction et elle avait choisi la thématique de la prise en compte par le droit des conséquences de l'utilisation des jeux vidéo sur la santé des joueurs. Donc, c'était tout à fait intéressant comme sujet, assez nouveau aussi. D'ailleurs, il y avait peu de sources sur le sujet. Et il se trouve que dans la même période où elle préparait son mémoire, il y a la députée Caroline Janvier qui avait lancé un appel à contribution dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de loi visant à protéger les enfants de la surexposition aux écrans. J'ai donc fait part à cette étudiante de cet appel à contribution, puisque cette thématique l'intéressait effectivement particulièrement. Et je lui ai demandé de réfléchir sur cette question pour éventuellement finalement formuler des propositions. Et si ces propositions étaient suffisamment pertinentes, je lui ai dit que je transmettrais sa proposition à Madame Romero-Diaz, puisque nous avions eu l'occasion d'en parler, afin qu'elle puisse la transmettre à Madame Janvier. Alors, nous avons débattu à plusieurs reprises avec Mademoiselle Passage sur ce sujet. Et puis, je me souviens très bien du 24 décembre où elle m'a envoyé, je ne sais pas si c'est Noël qui lui avait donné une illumination, mais elle m'a envoyé un mail en me disant qu'elle avait eu une idée qu'elle trouvait plutôt pertinente. Elle me demandait finalement ce que j'en pensais. Donc, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Et donc, je vais lui laisser la parole pour qu'elle vous explique un petit peu quelle a été son idée, que l'on a pu retravailler et que l'on continue d'ailleurs de travailler. On va vous expliquer ça. Alors, Mademoiselle Passage, je vous laisse la parole. Merci. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc évidemment, je m'appelle Cynthia Passage, donc j'ai été étudiante en master 2 droit de la santé et des biotechnologies durant l'année 2021-2022. Et donc je suis toujours membre de la clinique juridique One Health à Une Seule Santé. Et effectivement, donc j'ai dans l'optique de mon mémoire, Madame Ken m'a invitée à me à regarder un petit peu la proposition de loi qui a été faite par Madame donc la députée Caroline Janvier, c'est une proposition visant à prévenir la surexposition des enfants aux écrans en raison parce que j'étais, voilà, comme l'a dit Madame Ken, profondément intéressée par l'aspect juridique des jeux vidéo et du numérique de façon générale. Donc Madame Ken m'a invitée à réfléchir, comme elle l'a dit, à une proposition, à un apport, pour cette future loi. Et donc j'ai eu l'idée de mettre en place un ce qu'on appelle, ce qui s'appellerait un numéricomètre. Donc pour expliquer un petit peu, cette idée, j'ai eu l'occasion d'avoir connaissance d'un ce qu'on appelle un violentomètre. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. C'est un outil qui est destiné à identifier et à mesurer la violence, dans les couples, des violences faites, aux femmes particulièrement, mais pas que, du coup, aujourd'hui. Donc alors malheureusement, j'ai pas pris de modèle. J'aurais pu faire un partage d'écran avec le violentomètre, mais malheureusement, je l'ai pas. Mais voilà, donc l'idée du numéricomètre vient de ce violentomètre.
Le numéricomètre a pour objectif, de prévenir du coup les dangers qui seraient liés aux écrans et au numérique, en général. Ce serait, de prévenir les dangers, notamment, de surexposition, des enfants, mais qui seraient, potentiellement, élargis, à la surexposition de toute personne, en fait, aux écrans. Ce serait aussi L'idée, c'est aussi d'aider les parents à agir et de les aider, à trouver des solutions, heu, lorsqu'ils identifient que leur enfant est effectivement enfin, lorsqu'ils sont, conscients que leur enfant se surexpose, aux écrans. Je vais pas dévoiler tout le projet, mais le numéricomètre, comme le violentomètre, sera fait, en fait, il y a des paliers, dans le violentomètre, qui ont été repris dans le numéricomètre, des paliers qui, correspondent à des niveaux, de dangerosité de l'exposition, aux écrans. Donc voilà, le but, comme j'ai dit, c'est d'orienter les utilisateurs, du numérique vers, des conseils, des numéros, d'appel, des associations, voilà. Donc effectivement, ensuite, madame Ken a pu, transmettre, ce projet, à madame, Romero Diaz, donc la marraine de la clinique juridique et madame Romero Diaz a pu, pousser cette contribution, heu, jusqu'à, la députée, donc Caroline Janvier. Et puis, on a pu voir par leurs réponses qu'effectivement ce projet de numéricomètre était, vraiment intéressant, à long terme et qu'il y avait vraiment, des matières à faire quelque chose d'important et qui peut être, à la fin, publié. Donc le projet a pris de l'ampleur et le but par la suite a été de trouver une association, qui puisse nous aider aussi à publier, déjà à formaliser un petit peu, ce projet, et idéalement à le publier, heu, voilà, pour qu'il soit, utilisé, de façon assez large. Et donc je vais peut-être, alors nous, notre choix, il s'est finalement, porté sur association et enfance, mais je pense que madame Ken va pouvoir reprendre, la Oui, parole. tout à fait. Merci, mademoiselle. Alors, c'est donc Samuel Comblaise de l'association e-Enfance devait être parmi nous aujourd'hui. Bon, il est retenu, mais en principe, il doit se connecter d'un instant à l'autre pour être avec nous en visioconférence. Et justement, effectivement, un petit mot pour relayer ce point. Donc, effectivement, quand les équipes de Madame Janvier nous ont dit effectivement la pertinence de l'outil et qu'elles trouvaient ça tout à fait intéressant, eh bien, il a été question donc de contacter des associations et effectivement, notre choix s'est arrêté sur l'association e-Enfance, qui est quand même une association tout à fait porteuse dans le domaine justement du numérique et tous les dangers effectivement qui peuvent être véhiculés par le numérique. Et donc, j'ai fait part de ce projet avec Mademoiselle Passage auprès de l'association. Et donc, Monsieur Comblaise, eh bien, nous a répondu tout à fait favorablement et nous avons pu en fait mettre en place déjà une collaboration avec l'association e-Enfance pour créer un partenariat avec la clinique juridique. Donc, je peux effectivement vous annoncer aujourd'hui que c'est un nouveau partenaire de la clinique juridique. Et puis, finalement, comme il s'est intéressé tout particulièrement à cette création de numéricomètre, eh bien, j'ai initié finalement un groupe de travail pour mettre au point voilà, ce groupe de travail avec Samuel Comblaise de l'association e-Enfance, Mademoiselle Passage et moi-même, parce que l'idée, c'est finalement de retravailler ce numéricomètre pour en faire un outil tout à fait opérationnel par l'association qui travaille justement auprès des plus jeunes qui se déplacent dans les collèges, les lycées, etc. Auprès des parents également qui sont souvent assez désœuvrés devant
leur enfant jeune ou adolescent qui se trouve dans une situation de surexposition. Et ça touche tout particulièrement la santé, ce que beaucoup ignorent aussi. Donc, c'est pour mettre aussi l'accent sur tout ça. Et donc, nous poursuivons actuellement nos travaux. Donc, c'est pourquoi je vais vous parler aussi de l'intérêt de tisser des liens avec les cliniciens sur le long terme et que les cliniciens puissent aussi, les anciens cliniciens, tisser des liens avec les nouveaux. Parce que justement, l'objectif de ce groupe de travail, eh bien, c'est de pouvoir créer un outil d'aide à la détection finalement de la surexposition aux écrans ou d'une dépendance aussi des mineurs au numérique au sens large. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cet outil, il sera destiné à être utilisé aussi bien par les parents, mais aussi comme une aide au diagnostic et ou à la prise en charge d'un mineur, donc par aussi les professionnels de la santé. Et ça, c'était effectivement aussi une idée avancée par Samuel Comblaise et c'était tout à fait intéressant. Donc là, nous y travaillons effectivement. Mademoiselle Passage a repris la main sur le projet avec un nouveau, une nouvelle, comment on pourrait dire, procédure finalement dans ce numéricomètre qui ne ressemble plus exactement au départ au projet initial, mais qui finalement sur le fond est beaucoup plus peut-être intéressant parce que ça devient un réel outil, alors qu'au départ c'était une idée posée. Et donc je suis tout à fait très fière de ce projet et j'espère que dans les mois à venir, eh bien, on pourra aussi associer les nouveaux cliniciens de cette promotion, voire des prochains, pourquoi pas effectivement pour se rendre sur place et puis tester aussi cet outil, le mettre en pratique. Alors pour l'instant, je ne vois pas de connexion de la part de Monsieur Comblaise. Si jamais je le vois se connecter, eh bien je lui céderai la parole pour qu'il nous dise un petit mot. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Mademoiselle Passage ? Non, vous avez tout dit. C'est parfait. Très bien, merci à vous. Et puis, je pense qu'on peut applaudir aussi Mademoiselle Passage pour ces idées, ces initiatives tout au long de cette année. Alors, c'est vrai qu'à travers ce genre de projet aussi, eh bien, c'est ce que je disais, on peut... alors, vous pouvez laisser votre caméra ouverte, hein, mademoiselle, il n'y a pas de difficulté. Au contraire, ça nous anime un petit peu notre écran, finalement. Mais voilà, l'idée, c'est que ce genre de projet aussi qui peut avoir lieu sur le long terme et voyez, dépasser finalement le côté universitaire avec la note qu'on peut avoir à la fin de l'année, parce qu'évidemment, il faut vous mettre des notes, mais vous voyez que ça dépasse très largement ce concept de notation et ça permet aussi, ça m'a donné finalement l'envie et l'idée de créer, à l'occasion de cette troisième promotion, un réseau des ambassadeurs One Health, puisque nous avons maintenant nos 2 premières promotions finalement qui ont œuvré dans ce domaine. Alors, j'ai envoyé un mail il y a très peu de temps à mes 2 dernières promotions. J'ai déjà 12 retours favorables pour être des ambassadeurs One Health. Et donc, c'est tout à fait intéressant. Et j'ai souhaité nommer ma doctorante, donc ici présente, Colline Moinard, qui s'occupe dans son sujet de thèse de l'appréhension juridique du concept One Health, donc un programme très intéressant par rapport à notre clinique. Et donc, qu'elle puisse être coordinatrice finalement de ce réseau. Donc, l'idée, c'est vraiment la suivante, c'est que finalement, vous êtes des étudiants qui sont sensibilisés au concept One Health et ces étudiants deviennent forcément des citoyens qui sont soucieux de la protection de la biodiversité, de l'interconnexion du vivant. Et donc, ce réseau d'ambassadeurs, il se veut finalement comme une mise en lumière du concept One Health pour transmettre un message éthique et responsable à la société et aux jeunes générations. Donc, nous verrons effectivement comment mettre en place les différentes initiatives aussi qui viendront des ambassadeurs, mais ça peut être un relais de communication et d'information, une aide aux actions également. Ils peuvent aussi être force de proposition, par exemple pour faire des conférences, etc. Eux-mêmes, d'ailleurs, être de nouveaux intervenants ou bien créer des groupes de travail. On a vu que c'est tout à fait possible, comme on l'a mis en place avec
Mademoiselle Passage et puis l'association e-enfance. Donc voilà, je vais mettre effectivement en place ce réseau cette année et puis l'année prochaine, eh bien, nous pourrons faire un bilan, mais j'espère effectivement que ça sera tout aussi passionnant que ce qu'on a vécu dans ces deux premières années, et ce qui permet de tisser des liens sur le long terme aussi avec ces cliniciens. Alors, la prochaine promotion et le réseau des ambassadeurs One Health pourront également travailler sur plusieurs projets. Alors, notamment un projet tout à fait intéressant puisque j'ai été approchée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, par Lola Niotte, qui est avocate, et son confrère Eugenio Sartoretto, donc qui se trouve à Rome, hein, puisque le siège est en Italie. Et ils m'ont présenté un outil tout à fait intéressant, un outil de diagnostic juridique qui est élaboré dans le cadre d'un projet sur la gestion de la faune sauvage. Et la FAO souhaiterait justement que le concept One Health il soit mieux intégré. Effectivement, j'ai pu constater que le concept One Health eh bien, n'était pas spécialement familier de la FAO, mais que finalement, ils y travaillaient un petit peu sans le savoir depuis de nombreuses années. Et donc, j'ai commencé effectivement à soumettre ce projet à ma doctorante pour qu'elle commence à défricher un petit peu cet outil juridique finalement. Et on a également évoqué la possibilité que eh bien, les étudiants cliniciens puissent rédiger une note de synthèse sur la façon de légiférer finalement sur les aspects One Health et plus particulièrement, donc, particulièrement comment intégrer ces aspects aux lois consacrées à la faune sauvage, parce que justement la FAO s'est rendu compte que c'était aussi une demande de certains États qui les contactent et qui souhaiteraient avoir un peu d'aide sur le sujet. Donc ça pourrait être tout à fait intéressant effectivement pour les étudiants cliniciens donc à venir, mais aussi les anciens ambassadeurs, notamment aussi ceux qui ont travaillé justement sur les questions alimentaires, sur le livre blanc. Ça pourrait être tout à fait intéressant, donc vraiment de beaux projets en perspective. Et donc je remercie très sincèrement Madame Niotte et Monsieur Sartoretto pour cette collaboration qui est en cours et à venir avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Autre très beau projet en perspective dont je suis ravie de recevoir l'une des personnes qui est à l'origine finalement de cette mise en relation de la clinique juridique avec ce beau projet, qui est Victor David, donc qui nous fait l'amitié d'être parmi nous à distance parce qu'il se trouve en Martinique. Et donc, il nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui pour nous parler d'un projet, le projet Licoco, qui a été retenu, donc un projet ANR de l'Agence nationale de la recherche. Et donc, Victor David est chargé de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, donc qui est également l'un des partenaires de la clinique juridique. Et donc, la clinique juridique eh bien, a été partie prenante de ce projet qui va nous être exposé donc par Victor David. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alice. Je vais essayer de partager mon écran. Alors, ça doit être ça. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, oui, c'est en cours de chargement. C'est bon. Oui, c'est parfait. Très bien. Ben voilà, écoutez, merci en tout cas de m'accueillir parmi vous aujourd'hui. Je suis très heureux de vous dire quelques mots rapidement sur ce projet Licoco, donc un acronyme comme il en faut à chaque fois, mais je suis très heureux, mais on va faire avec. Alors, très rapidement, donc, je suis chercheur à l'IRD, ça a été dit, donc, et je suis actuellement donc en accueil au laboratoire caribéen de sciences sociales à l'Université des Antilles depuis 3 ans déjà, dont j'ai d'autres fonctions. Et depuis pas mal de temps, je me spécialise plutôt sur la reconnaissance du droit à la nature, donc c'est mon thème de recherche principal, même si je m'intéresse bien entendu à ce qui m'entoure,
aux Antilles, donc j'ai été amené à m'intéresser bien sûr aux sargasses, à la pollution plastique, mais je ne quitte pas les yeux mon premier amour, donc le droit de la nature, puisque cette année j'ai lancé un projet sur la reconnaissance de la mer Méditerranée comme sujet de droit. C'est un engagement volontaire auprès des Nations Unies. Et puis, en étant aux Antilles, on ne peut pas être insensible donc à la question de la pollution par le chlordécone. Et c'est ce qui, effectivement, m'a amené à participer à cet appel à projet de l'ANR et apporter une réponse sur une question bien précise, donc sur la pollution chlordécone aux Antilles. Alors, j'ai donc été très heureux d'associer Aloïse, c'est la magie des réseaux sociaux, et LinkedIn en particulier, donc c'est comme ça que je connais Aloïse, qui est très active. Et quand j'ai été donc approché pour travailler sur ce projet sur la chlordécone, et en tout cas une nouvelle façon de voir le chlordécone. Alors, moi, je ne sais pas si on dit le chlordécone ou la chlordécone, les deux se disent, donc on ne va pas rentrer dans des études de genre là-dessus. Mais voilà, et donc moi-même, j'ai utilisé le ou la de manière inconsciente. Voilà. Donc le chlordécone, c'est un pesticide hein, donc, qui a été introduit aux Antilles à la fin des années 60 et début des années 70. Donc au départ, il était interdit en France. C'était un pesticide fabriqué par un chimiste américain. Et au début, la France avait refusé de l'autoriser. Et puis finalement, en 72, une autorisation a été donnée. Et donc pendant 21 ans, donc, le chlordécone a été utilisé aux Antilles françaises pour lutter contre le charançon du bananier, qui est donc un insecte qui causait des dégâts aux plantations de bananes, la banane étant donc un des produits phares des Antilles, ça l'est toujours d'ailleurs. Et le chlordécone a été identifié comme un pesticide cancérogène, perturbateur endocrinien. Des études de l'OMS datant de la fin des années 70 déjà le dénonçaient. Pourtant, bien que conscient du risque, l'État français donc, a autorisé l'utilisation de cette molécule aux Antilles. Les Américains qui fabriquaient le produit ont fermé l'usine en 1977 parce qu'ils se sont rendus compte des dégâts extrêmement importants causés par cette molécule. Il y a eu une explosion et tout autour de l'usine, il y a eu énormément d'impact sur les hommes et sur la nature. Donc les Américains y ont renoncé, mais les Français donc ont repris la main. Donc dès 81, sous une autre dénomination commerciale que dans les années 70, etc. Et cette fois-ci, donc pas de dérogation, pas d'autorisation temporaire, comme ça a été le cas dans les années 70, du monde homologué, donc le chlordécone revient aux Antilles, comme si effectivement rien ne s'était passé aux États-Unis, comme si la décision de l'OMS de déclarer la molécule dangereuse n'était pas importante. Donc en 90, donc 10 ans plus tard, la toxicité de la molécule est à nouveau confirmée par les études scientifiques. Elle est enfin interdite en France hexagonale, mais son utilisation et son importation aux Antilles va bénéficier de dérogations de la part de l'État français jusqu'en 1993 au moins. Et cette période de 90-93 a permis, tout le monde le sait ici, de constituer des stocks. Et donc le pesticide a été utilisé au moins jusqu'au début des années 2000 sur place. Alors, bon, ça n'intéressait personne finalement au niveau de l'État ni au niveau parisien. Sauf que bon, en 1999, on s'est rendu compte que le chlordécone avait contaminé les sources d'eau aux Antilles. Et donc, on trouvait des valeurs parfois 100 fois supérieures à la norme en vigueur pour les résidus de pesticides. Et ce qui a permis effectivement de faire connaître le problème du chlordécone au niveau national, c'est qu'une cargaison de patates douces contaminée au chlordécone a été interceptée par les douanes à Dunkerque en 2003. Donc, une tonne et demie de patates douces. Et effectivement, on s'est rendu compte que finalement, le chlordécone était partout dans la viande. Et on rejoint justement donc cette idée de One Health. C'est pour ça que je me permets d'évoquer ces points avec vous. Donc, dans la viande des bovins, les crabes, les poissons, les crustacés, à tel point qu'aujourd'hui, en Martinique, il est interdit de pêcher dans les rivières. Il est interdit de boire l'eau, de puiser de l'eau dans les rivières.
faut qu'elles soient traitées avant d'être distribuées dans les réseaux d'eau potable. Et dans les eaux côtières également de la Martinique, il est interdit de pêcher, donc, parce que les eaux sont complètement contaminées par le chlordécone, qui, au fil des années, donc, par infiltration dans les sols, a fini par se retrouver dans les cours d'eau et ensuite donc dans les eaux côtières de la mer des Caraïbes ou du côté atlantique, selon l'endroit où on se trouve. Alors, sur la santé animale et végétale, on vient de le voir, mais bien entendu, le chlordécone a des répercussions sur la santé humaine également, que ce soit les enfants à naître ou les nouveau-nés, ou alors donc sur la fertilité des femmes et les problèmes de prématurité, etc. Et puis, statistiquement, on constate que aux Antilles, il y a un taux de cancer de la prostate particulièrement élevé et des causalités avec l'exposition au chlordécone ont été mises en avant par certains instituts. Donc, il n'y a pas de certitude absolue sur la chose. De ce que moi j'ai compris des études scientifiques qui ont lieu sur la chose, mais en tout cas, il y a une présomption, il y a des études scientifiques, y compris de l'INSERM, qui n'excluent pas, en tout cas, des conséquences sur la santé humaine. Alors, chlordécone est droit, puisque c'est ça qui nous amène un peu aujourd'hui, et vous le savez, donc, il y a un procès qui a été initié dès 2006 pour donc, demander réparation à l'État, notamment pour avoir exposé les populations antillaises à cette molécule, en connaissance de cause, évidemment. Ce procès dure depuis une quinzaine, même plus maintenant, d'années. Entre-temps, histoire cocasse, les archives ont été perdues entre le ministère de l'Outre-mer, le ministère de la Justice, etc. Donc, résultat, pour aller rapidement, hein, donc, il y a quelques semaines de cela, quelques jours de cela, même le parquet de Paris qui est en charge de l'affaire a annoncé donc qu'il demandait un non-lieu, puisque il n'y avait rien qui était concluant, donc, et surtout s'il y avait empoisonnement ou autre, il y avait prescription. Donc voilà, donc, non-lieu. Alors, quand vous regardez cette carte, vous vous rendez compte qu'on ne peut pas parler de non-lieu. Donc, les terres contaminées, surtout à la Martinique, sont énormes. On parle de 80% des terres arables. Les zones maritimes elles-mêmes sont contaminées sur toute la façade, une bonne partie de la façade atlantique, donc avec interdiction de pêche également. Ça veut dire qu'effectivement, la nature elle-même est contaminée. Donc, on parle beaucoup de contamination humaine, mais l'impact sur la nature est très peu pris en compte. Mais c'est une réalité. Donc, parler de non-lieu, moi, ça me surprend, pour être poli. Et donc, c'est donc dans le cadre de ce projet ANR qu'on a décidé de s'intéresser d'une autre façon à cette question des pesticides et des chlordécone aux Antilles. Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est cette idée de cocktail de pesticides, puisque effectivement, le chlordécone a beau être interdit depuis 1993 aux Antilles, on importe allègrement tonnes d'autres pesticides, dont le glyphosate, et sans que, bon, évidemment, ça ne neuve que ce soit ici ou à Paris. Alors donc, évidemment, j'ai pensé à Wendell, donc à Louise, donc qui est une juridique, et on s'est dit pourquoi pas sensibiliser les étudiants de la Louisiane à cette thématique de la pollution au chlordécone. Donc, les Antillais qui ont vu passer il y a quelques jours donc ce demande de non-lieu veulent se tourner peut-être du côté de la CEDH. Donc, une piste de travail pourrait être quelle solution du côté de la CEDH, puisqu'on aura épuisé, je pense, les voies de juridiction nationale. Et cette idée que j'évoquais tout de suite, c'est-à-dire que si la pollution par le chlordécone est prescrite, l'État continue d'autoriser l'importation massive d'autres pesticides. Alors, est-ce que le fait que finalement on réactive le chlordécone qui est dans les sols par l'introduction de nouvelles molécules peut rallier finalement cette affaire, c'est-à-dire mettre fin à cette idée de prescription des faits. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à faire
Et puis, bon, il y a la question des normes et des seuils. On avait parlé avec Aloïse, c'est une piste aussi de travail. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on étudie individuellement les molécules, c'est-à-dire que telle molécule, jusqu'à tel seuil, peut être supportée par les humains, donc les scientifiques qui donnent ces seuils, et le droit valide ces seuils. Or, quand on mélange ces pesticides, ces molécules, on n'est plus dans les mêmes normes ni dans les mêmes seuils. Et pour l'instant, le droit ne fait rien de ce point de vue-là. Donc, de manière générale, si vous voulez, moi, ce qui m'interpelle, c'est que cette histoire de pollution, de scandale du chlordécone, comme on parle ici, s'inscrit dans une longue lignée de scandales d'État sanitaire, que ce soit l'amiante, que ce soit le sang contaminé, que ce soit les essais nucléaires dans le Pacifique, ou maintenant donc cette idée de pollution en connaissance de cause, en tout cas par le chlordécone. Donc autant de pistes de travail qui pourraient intéresser, je l'espère en tout cas, les cliniciens des santé, et ce sera donc avec le projet d'Itoco s'associera avec la clinique et pour travailler avec vous. Donc voilà. Merci de votre attention et je suis désolé pour le côté technique. Mais non, c'est nous. On vous remercie beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir et remercier beaucoup Victor David. Voilà, donc c'est vrai, un très beau projet. En plus, l'une des étudiantes qui avait rédigé un article, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la protection des générations futures mises à mal par les atteintes à l'environnement. Elle avait déjà abordé le chlordécone. Donc, comme elle va faire partie aussi du réseau des ambassadeurs ONES, je pense que ça l'intéressera aussi fortement de travailler avec nous. Donc, un grand merci à vous et à très bientôt, cher Victor. Merci. Alors, nous sommes vraiment très, très pris par le temps. J'ai vu Samuel Comblaise sortir et rentrer de notre session. Il n'est plus là visiblement, sinon je lui aurais cédé la main. Alors juste deux petits mots avant de faire notre pause, puisque notre parrain doit nous quitter au moment de la pause. Les étudiants également, comme leurs prédécesseurs, suivront une formation à la recherche documentaire assez approfondie avec la bibliothèque universitaire. C'est toujours un temps tout à fait intéressant pour eux, puisque c'est vraiment une recherche personnalisée en fonction des thématiques qu'ils travaillent. Et ça me donne aussi l'occasion de remercier tout à fait chaleureusement Madame Bernier, qui est responsable des collections de droit et sciences politiques et qui fait un travail tout à fait intéressant, puisque pour la 3e année consécutive, elle nous a fait l'amitié de, alors attendez, je ne suis plus sur le site de la clinique, voilà, j'y retourne, de nous faire une bibliographie, donc One Health, voilà, avec des conseils de lecture tout à fait intéressants, donc en droit de l'homme et droit de l'animal, également donc au droit de la nature et des écosystèmes, ce que l'on vient de voir, santé publique et droit, et puis les réponses du droit aux problèmes environnementaux. Et pour finir, urgence climatique et droit, donc beaucoup voilà, de conseils de lecture qui pourront servir donc bien sûr à nos étudiants, mais aussi à d'autres étudiants extérieurs, y compris doctorants. Et je terminerai juste avant la pause par aussi un point fort auquel les étudiants vont participer cette année. Ils vont participer au concours de plaidoirie animaliste, donc sur les droits de l'animal. Et nous avons donc notre parrain Cédric Villani qui m'a mise en relation avec mademoiselle Aït Ahmed, qui est la première lauréate de ce concours de plaidoirie. Et donc, elle nous a fait l'honneur de sa présence lors d'un cours de droit du vivant animal et végétal, pour un peu exposer voilà, la situation des étudiants. On a pu regarder les vidéos aussi des finalistes et des lauréats. Et puis, donc, nous allons avoir 5 étudiants qui vont participer au concours, 5 cliniciens. Et puis, les autres ne sont pas laissés sur le côté, puisqu'ils vont eux-mêmes également participer pour faire des recherches, les aider aussi dans voilà, l'apprentissage de leur plaidoirie, etc. Donc, tous vont participer, mais on aura 5 orateurs qui ont choisi des thèmes
tout à fait particulier. Pour l'instant, je ne dis rien, mais voilà, je suis tout à fait ravie de la participation de la clinique à ce concours de plaidoirie et je remercie donc très sincèrement Cédric Villani de nous avoir mis en relation et je vous cède très rapidement la parole. Est-ce que vous voulez venir à mes côtés? Merci. Voilà, je vous donne la parole. Merci beaucoup, chère Aloïse. 3e année déjà, le temps passe, pour faire vivre une formation avec cette exigence et ce positionnement original. Il ne faut pas seulement de la compétence, il faut du cœur et de la ténacité, et vous ne manquez pas, je crois. Et il faut avoir l'amour de la transmission, évidemment, ici dans une université, c'est l'objectif, mais il y a bien des cas dans lesquels à l'université, on arrive, on reçoit le cours, on ne sent pas forcément l'implication des enseignants-chercheurs dans la transmission de leur savoir et de leur savoir-faire. Ici, on le sent de façon très forte. J'insiste sur la question du savoir-faire qui est fondamentale dans cette notion de clinique juridique. Vous avez très tôt à travailler, pas seulement sur le cours théorique, mais aussi sur les problèmes pratiques et la mise en la mise face à la situation. Le savoir-faire aussi d'apprendre ce que c'est qu'une plaidoirie, comme l'expliquait Maître Bernard il y a quelques instants, en situation. Dans une époque qui est où on va dire un des soucis les plus graves qui planent sur notre société, ce n'est pas seulement les questions environnementales et perte de biodiversité, mais aussi les questions de perte de diversité des compétences et de perte de transmission de savoir-faire, que j'ai pu, dans ma qualité d'élu, ressentir dans tous les domaines sur lesquels j'ai travaillé, que ce soit les pénuries d'enseignants, les pénuries d'agriculteurs, les pénuries de bûcherons, les pénuries de soudeurs, les pénuries de tout ce que vous voulez. Très important qu'on ait des formations où on puisse transmettre et faire passer du savoir-faire, de la motivation sur des sujets comme celui-ci. Travailler sur ce qui est bien connu et sur les tendances qui sont en évolution. Et les tendances qui sont ici, santé unique, santé environnementale et toutes ces déclinaisons, que ce soit exposome, effet cocktail, prise en compte sur le temps long, tout ce que vous voulez, ce sont des tendances lourdes des sujets de santé, des sujets environnementaux aujourd'hui. Tendances qui donnent bien du fil à retordre scientifique, bien du fil à retordre politique, chargé d'évaluer, chargé de faire des lois, mais tendances qui donnent aussi bien du fil à retordre à tout le système juridique qui va avec, que ce soit les avocats, que ce soit les tribunaux, et tendance absolument indispensable. Ce matin, j'étais à l'Assemblée nationale pour un colloque sur les questions d'évaluation des pesticides. Il y avait des associations, il y avait des représentants d'INSERM, de l'IFREMER, d'INRAE. On a parlé de méta-analyse, on a parlé de cas particuliers, on a parlé de obtention de documents par les députés sur saisine de la CADA pour les documents que l'administration ne voulait pas transmettre. On a parlé de différentiel d'information entre privé et public. On a parlé de droit français, droit européen. On a vu là-dessus à quel point l'action des juristes au sens large du terme était importante, que ce soit pour des questions de faire reconnaître ce qui est dû, pour des questions de faire évoluer les jurisprudences, ou pour des questions de faire d'obtenir réparation. Ici, on va mettre les choses en accord. On n'a pas forcément conscience de l'extérieur à quel point les métiers qui viennent avec, comme celui d'avocat, sont extraordinairement importants dans les questions environnementales et de santé en général. Il y a un film récent qui est peut-être emblématique de ça, que certains d'entre vous ont vu forcément, c'est Dark Waters, film qui raconte l'épopée de Robert Bilott, un avocat qui a consacré 20 années de sa carrière dans un procès gigantesque à Dupont-de-Nemours, à Troisième, à quelques partenaires. Ça a été un scandale phénoménal de santé environnementale d'ailleurs. Au début, c'était des maladies qui touchaient les animaux d'une ferme qui disparaissaient mystérieusement, qui mouraient mystérieusement. Ça s'est avéré être un scandale de contamination phénoménale par des procédés chimiques entrant dans la fabrication du téflon. Et à coup sûr, le plus grand procès environnemental qu'il y a eu dans
dans l'histoire industrielle des États-Unis, pour se lancer dans un projet comme celui-ci, d'abord, il faut saluer là quelqu'un qui a agi avec une honnêteté intellectuelle extraordinaire. C'est un spécialiste de droit corporel dont le boulot est de défendre les entreprises, mais qui finalement a fait l'action la plus brillante de sa carrière en attaquant une entreprise, en attaquant les collègues de ses employeurs et partenaires, en risquant sa carrière, en risquant sa vie. Vous rentrez dans ce genre de géoprocès, vous recevez des menaces de mort, vous commencez à trembler pour vos enfants et autres. Ce n'est pas du complotisme, c'est la réalité. Et avec tout ce que ça, en laissant les décisions, les évaluations en suspens pendant des années et des années à l'évaluation scientifique, et vous avez entièrement raison, ce genre de profils sont des héros dans les causes du bien public, environnemental et santé, en association aussi au travail des politiques, des associations et tout ce que vous voulez. Et il y a importance à bien prendre la mesure de l'importance et de la responsabilité que vous avez dans ce genre de carrière, sans aller forcément jusqu'à risquer votre carrière et votre vie, à agir avec la plus grande honnêteté intellectuelle qui soit, la plus grande compétence, la plus grande ténacité. Et puis, pour continuer dans le sujet, autre référence indispensable dans ce genre de carrière, je ne sais pas si vous l'avez abordé dans la formation un jour ou l'autre, c'est la fameuse thématique des marchands de doute et les ouvrages Princeps de Naomi Oreskes et Eric Conway sur l'analyse de toutes les tactiques, un mélange de tactiques d'influence juridico-légale, administrative, politique, faites par les grands représentants d'intérêt pour empêcher que les grandes réformes, par exemple en matière de santé et d'environnement, se fassent. On est en train de parler de l'industrie du tabac, l'industrie de différents secteurs des usines, de l'industrie des énergies fossiles, et ainsi de suite. Les ouvrages qui vont avec ont été possibles et Naomi Oreskes, aujourd'hui, peut être considérée comme faisant partie des fondatrices du corpus principal de l'écologie politique, n'ont été possibles qu'à la suite des giga-procès des fabricants de tabac dans les années 80 et 90 aux États-Unis, qui ont abouti à des centaines de milliers de pages de documents déclassifiés venant de l'intérieur des entreprises, qui ont permis, par décision de justice forte, d'avoir accès à une connaissance extraordinaire des mécanismes internes des jeux d'influence sans lesquels on ne peut pas faire le travail. Avec tout cela bien en tête, et ayant la conviction que vous êtes en de bonnes mains, me voici conforté et fier de ce rôle de parrain. Et chers amis, je vous dis tous mes voeux pour la suite de vos aventures. Et donc, comme convenu, je vais laisser la parole donc, à Samuel Comblaise. Donc, Samuel, nous avons présenté avec Mademoiselle Passage donc, le parcours finalement du numéricomètre pour arriver au sein de notre groupe de travail. Par contre, voilà, je vous laisse présenter un petit peu peut-être davantage l'association et du numéricomètre avant d'enchaîner sur la suite. Merci de votre patience. Aucun problème, merci. Merci à vous. J'ai un problème de voix, je suis désolé, donc j'ai la voix très cassée, je ne vais pas parler très longtemps. Donc je suis le directeur des opérations de l'association e-Enfance, qui est une association de protection de l'enfance sur Internet. Et c'est vrai que donc depuis 2005, nous protégeons les mineurs face au cyberharcèlement, à l'exposition à la pornographie et à toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans la sphère numérique. Et nous sommes en ce moment très préoccupés par l'exposition des tout petits, des enfants, des bébés, aux écrans et notamment aux tablettes et aux écrans de téléphone. Et c'est vrai que le projet qui nous a été proposé par Aloïse et avec Cynthia, un passage en renfort, était intéressant pour nous parce qu'il s'inscrit vraiment, je dirais, dans l'ADN de ce que nous sommes en train de développer, à savoir proposer aux parents des outils qui nous permettent de les sensibiliser à l'importance de ne pas mettre trop rapidement des bébés trop petits devant les écrans, puisque du point de vue de leur développement, cela peut être préjudiciable pour eux, et donc il est important, avant de
de les faire rentrer dans le monde numérique, de pouvoir déjà vérifier et s'assurer qu'ils sont déjà bien rentrés dans le monde physique, dans le monde de la sensorialité, des émotions et dans la relation avec leur famille, avec les gens qui les entourent. Et donc c'est vrai qu'on met beaucoup d'espoir dans ce projet parce que je pense que d'abord c'est le premier outil qui va permettre de mesurer et de permettre aux parents de mesurer le temps d'écran que les enfants ont dans leur courte vie pour le moment. Et puis c'est aussi un outil qui se veut pas culpabilisant. Au contraire, on veut un outil qui soit tourné justement vers l'action pour permettre aux parents de se dire bon ben voilà, il y a peut-être des choses à revoir et je sais maintenant vers quelle structure ou vers quelles ressources je dois me tourner pour pouvoir faire en sorte que mon enfant évidemment puisse utiliser le numérique parce que on est en 2022 et c'est normal que les enfants puissent s'y intéresser, mais il est aussi important d'avoir un équilibre de vie et on espère qu'au travers ce projet très novateur qu'on va développer là dans les prochaines semaines, prochains mois, tous ensemble, j'espère qu'on pourra arriver à un produit qui sera intéressant et qui rendra service à la population. Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup, Samuel, et puis bon rétablissement parce que je vois que c'est un peu difficile pour vous. Je tenais à vous remercier et puis je suis vraiment ravie voilà, que l'association Les Enfants soit partenaire de la clinique juridique et puis que notre numéricomètre puisse voilà, voir le jour dans les semaines ou les mois à venir et puis que l'on puisse voilà, avoir un développement positif par la suite et peut-être avec les futurs cliniciens mettre en place aussi au sein des collèges ou des lycées ce test finalement en grandeur nature de ce que l'on va mettre en place. Donc merci beaucoup Samuel. Et merci à vous de nous avoir proposé le projet parce qu'on s'y inscrit vraiment pleinement. Donc à bientôt pour la suite. Merci, à très bientôt Samuel. Merci Héloïse, à bientôt Cynthia. Au revoir. Merci. Alors, donc, autre temps fort, effectivement, après tout ce bilan fructueux et ces perspectives florissantes. Donc, je tiens à vous parler d'un projet donc, sur lequel va travailler donc, l'actuelle promotion. C'est un article collectif. Alors, nous verrons s'il prendra la forme d'un édito ou d'une tribune, par exemple, que nous soumettrons à une revue à comité de lecture pour sa publication. Et donc, la thématique, c'est celle du handicap, parce que finalement, le concept wellness, c'est avant tout le vivre ensemble. Et on se rend compte qu'au sein de la santé humaine et de sa prise en charge, il n'y a pas d'uniformité. Et donc, le droit du handicap est une matière très importante et une matière qui n'est très peu, voire jamais abordée par les étudiants, y compris ceux dans le cursus de droit de la santé. Et donc, cet exercice s'inscrit dans le cadre d'un partenariat que nous avons noué avec l'association Droit commun H. Il se trouve que l'un de mes anciens étudiants, donc Monsieur Marwan Fauzi, ici présent, a été H ambassadeur. Et donc, voilà, je me suis rapprochée de lui, il m'a expliqué ce qu'était cette association. Et puis, ça m'a paru tout à fait judicieux voilà, de nouer ce contact. Et le président donc, de cette association, c'est Maître Juglar, donc ici présent, qui a la particularité donc d'être non-voyant et d'être accompagné voilà, de son fidèle petit rider. Et donc, ça m'est paru encore plus important avec l'animal au service de la santé humaine, cette interaction permanente qui est tout à fait passionnante et très importante et il faut la valoriser. Donc, dans cet exercice, nous allons vous donner la parole, messieurs, donc bientôt maître Fauzi, puisqu'il a brillamment réussi son CAPA et donc va prêter serment dans les quelques semaines à venir. Oui, vous pouvez l'applaudir. Je suis vraiment ravie d'avoir des nouvelles de mes étudiants qui soient aussi bonnes. Voilà, ça fait déjà quelques années, vous étiez en première année. Ça ne nous rajeunit pas. Effectivement, donc je suis vraiment ravie aussi de vous revoir. Effectivement. Donc voilà, je vais vous laisser la parole. Donc, je pense que Maître Fauzi, c'est ça, va présenter en premier peut-être l'association et puis son rôle, et le rôle aussi de H ambassadeur, avec la possibilité pour les futurs cliniciens, les cliniciens et les
clinicien d'être également H ambassadeur. Donc, je vous laisse la parole tout de suite. Merci beaucoup, Ken. Merci à tous déjà de nous recevoir aujourd'hui. Donc, effectivement, on voulait parler, dans un premier temps, en 2 mots de l'association, qui est droit comme un H, même si le nom peut vous faire deviner sur quoi ça porte. Voilà, simplement vous préciser un petit peu ce qu'on fait chez Droit comme un H. Donc, en fait, Droit comme un H, c'est un collectif qui a été structuré comme une association en tant que telle depuis 2017. Et cette association, elle est partie d'un constat simple, c'est que malheureusement, dans les cabinets d'avocats et plus largement dans les domaines du droit, la place du handicap n'est pas encore assez présente, malheureusement. Et en face de ça, on a des jeunes talents, des étudiants en droit qui sont en situation de handicap et qui sont bien là et qui aimeraient faire profiter de leurs talents à tous. Et il y a un peu ce décalage dans la mise en relation entre ces cabinets, ces structures et les jeunes talents en situation de handicap. Donc, partant de ce constat-là, on a créé un programme qui est ouvert à partir des étudiants de la 3e année. Donc, dans un premier temps, il y a ce travail, entre guillemets, d'identification des jeunes talents, car aujourd'hui, il faut savoir que le handicap, c'est 80% de handicap invisible. Donc, il faut vraiment en avoir conscience que dans la société civile, voilà, on côtoie des personnes qui sont en situation de handicap. On n'en a pas forcément connaissance ni conscience. Et donc, en ayant fait ce constat, le but, c'est tout d'abord d'identifier ces étudiants pour qu'ils puissent oser en parler librement, car c'est malheureusement encore un sujet tabou aujourd'hui, que ça soit dans le domaine du droit, mais pas que. Et donc, on a essayé voilà, de créer ce programme pour vraiment inciter les étudiants à se manifester, car de l'autre côté, on a des structures qui, ça avance, heureusement, ça avance la place du handicap. Et on trouve de plus en plus de structures qui sont vraiment ouvertes à l'idée d'accueillir des étudiants en situation de handicap. Et chez Droit comme un H, au fur et à mesure, on s'est retrouvé dans une situation où on commençait à avoir plus d'entreprises partenaires que d'étudiants à proposer pour intégrer, que ce soit en stage ou plus largement, intégrer les structures. Et donc, ces structures nous disent, bon, bah, nous, on est à l'écoute, on veut bien accueillir des étudiants en situation de handicap, mais soit bah, on ne peut pas aujourd'hui mettre une annonce recherche personne en situation de handicap pour intégrer ma structure. Donc, nous, l'idée, c'était vraiment de rétablir un petit peu l'égalité des chances de ces étudiants-là, car on sait, je passais par là, trouver un stage en cabinet d'avocat, trouver un stage en direction juridique, c'est déjà compliqué. Donc, si on rajoute à cela des barrières qu'on va pouvoir se créer nous-mêmes, qui sont créées par l'environnement, on a essayé de faciliter au maximum cette insertion des étudiants en situation de handicap dans les structures. Et donc, du coup, ce programme, une fois qu'on a identifié et accueilli des étudiants dans ce programme, l'idée, c'est de les mettre en relation avec nos structures partenaires. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir de nombreuses structures qui nous font confiance, que ce soit des cabinets d'avocats, des directions juridiques et de renom. Donc voilà, l'idée c'est de les mettre en relation, mais c'est vraiment une mise en relation. Il ne s'agit pas d'avoir un stage au rabais. Ça peut être la crainte des étudiants qui rejoignent le programme. On a souvent des étudiants qui nous disent mais est-ce que j'ai été pris par exemple chez L'Oréal ou chez Colgate ou dans d'autres ou dans des cabinets d'avocats parce que je suis en situation de handicap et parce que j'ai bénéficié du programme ou pour mon talent. Donc là-dessus, rassurez-vous, nos partenaires, bien qu'ils nous fassent confiance, ils ont quand même des standards entre guillemets de recrutement. Et c'est vraiment l'idée de se dire qu'un CV, si on peut appeler ça classique, serait passé avec les mêmes filtres et les mêmes exigences de ces structures. Donc c'est vraiment juste rétablir cet équilibre pour permettre en fait aux étudiants en droit qui sont en situation de handicap d'avoir les mêmes chances que tout le monde de décrocher un stage et décrocher une future collaboration. Donc, c'est rapproché de votre clinique juridique et de votre master, car on a vu que vous étudiez les questions relatives au droit de la santé, au droit humain, au droit du vivant de manière générale, animal, végétal. Et l'idée, effectivement, voilà, on pourra en dessiner les contours tout au long de l'année, mais c'était de réfléchir tous ensemble, parce que il y a aussi un message qu'on veut faire passer chez Droit comme un H.
on n'a pas aujourd'hui les clés enfin, on n'a pas la prétention d'avoir toutes les solutions pour pouvoir résoudre ce problème. Moi-même, j'ai été confronté entre guillemets au handicap il y a 3-4 ans dans le cadre de mon master 1. Donc, je faisais du tutorat pour des étudiants qui étaient en situation de handicap. J'avais déjà fait du tutorat avant, pardon, mais pour des étudiants en situation de handicap, jamais. Et moi, le premier, je suis parti avec mon lot d'appréhension. Le handicap, c'est quoi? Le handicap, bon, on n'en parle pas beaucoup. Et on part tous avec nos stéréotypes. Et plus on avance, plus on rencontre des personnes, plus on échange. Et voilà, on se rend compte qu'il y a vraiment des solutions et des choses à apporter. Et donc, l'idée, c'est de réfléchir ensemble avec vous, parce qu'on est preneur aujourd'hui de toutes les idées possibles pour pouvoir vraiment faciliter ça. Et pour être au plus proche des étudiants et des universités, justement, chez Droit Commun H, ils ont eu la bonne idée de sélectionner ce qu'on appelle des H ambassadeurs. Donc, c'est mon rôle au sein de l'association. Que j'ai pu faire pendant le cadre de l'EFB, parce qu'on part du principe que bon, cette barrière et cet écart qu'il peut y avoir, des étudiants qui ont un peu de mal à oser sauter le pas, c'est peut-être plus facile quand même d'échanger dans un premier temps avec des H ambassadeurs, donc des étudiants, que ce soit dans les universités, dans les écoles d'avocats, pour nouer un premier contact dans un premier temps et après être dirigé vers l'association. Il faut savoir aussi que chez Droit Commun H, on a des étudiants qui nous suivent, qui participent aux conférences, aux manifestations diverses et variées, mais qui n'intègrent pas le programme tout de suite. Il ne s'agit vraiment pas de forcer la main ou de pousser une personne à parler de son handicap. C'est vraiment un sujet qui est propre à chacun. Donc, si les personnes ont décidé d'en parler, très bien, et nous, on en sera le plus heureux, parce que on a la chance d'avoir vraiment des retours très positifs, que ce soit de la part des structures qui accueillent ou bien des étudiants eux-mêmes. C'est souvent un pari gagnant. Et donc, voilà, on en sera ravis, mais à côté de ça, on a aussi des étudiants qui nous suivent depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui n'ont pas encore sauté le pas, entre guillemets, n'ont pas fait encore leur coming out, pour reprendre une expression de Stéphane. Stéphane Valeur, oui, délégué général de l'association. Mais voilà, c'est vraiment un choix qui est personnel, et le but, c'est de réfléchir tous ensemble pour voilà, continuer à créer des partenariats, agiter le marché, parce que pour se faire entendre, il faut se faire connaître. Voilà, c'est comme tout. Et donc, on essaie de voilà, aller à la rencontre des étudiants, aller à la rencontre des élèves avocats à l'EFB, par exemple. Des structures, parce qu'on a aussi des structures qui sont voilà, sur le principe OK pour accueillir des étudiants en situation de handicap, mais on n'a pas forcément toutes les clés quand on a une entreprise, et surtout un cabinet d'avocats qui n'a pas forcément une équipe RSE et une DRH voilà, dans chaque structure. C'est pas forcément évident de savoir quel aménagement il faut mettre en place, parce que moi, je pars du principe, en tout cas des retours d'expérience que j'ai, c'est qu'il y a un aménagement spécifique pour chaque étudiant. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui est figé dans le marbre. Et donc, ces structures, on les forme, entre guillemets, ou du moins on essaie de leur donner les clés pour que les relations se passent bien. Et pour l'instant, en tout cas, on a plutôt des retours positifs. Que je vais pas monopoliser la parole non plus, et je vais laisser notre président Mathieu vous en parler un peu plus. Merci beaucoup, Maître Fauzi. Donc, je vous confirme que vous avez bien grandi depuis la première année. Effectivement, le chemin parcouru est grand. Donc, je vous remercie beaucoup. Voilà, on verra effectivement comment se feront les choses, mais voilà, le partenariat que vous nouez, c'est la chose la plus importante. Alors maintenant, je vais laisser donc la parole à Maître Juglar, qui va donc intervenir sur la thématique du handicap entre droit et bioéthique. Donc, c'est une conférence débat, donc je vous invite à réfléchir. Si vous le souhaitez, si vous souhaitez poser des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à lever la main, et puis voilà, j'en ferai part à Maître Juglar pour que vous puissiez lui poser vos questions. Donc voilà, je vous cède la parole. Merci, Maître Juglar. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le directeur. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vais essayer de. Je n'ai pas vraiment l'habitude de ce genre d'instrument. D'ordinaire, je ne passe pas dans les micros, mais ma voix est tellement fatiguée, et donc je vais essayer de la mettre au repos.
Alors, handicap entre droit et bioéthique, c'est un très vaste débat parce que le handicap, vous avez une vague idée de ce que c'est. Le droit positif, par les conventions internationales, parce que le droit positif français ne contient aucune définition propre, le droit positif donc tente de le définir comme la diminution d'une faculté sensorielle, cognitive ou psychique qui rend atténue nécessairement, qui affecte nécessairement la vie quotidienne. Quand on a dit ça, on a tout dit et rien dit. Par définition, le handicap, il y a autant de handicap que de handicapés. Et c'est pour cela que c'est un sujet extrêmement vaste et que quelque part, la personne humaine comme sujet de droit va presque s'effacer juridiquement pour laisser place à la personne humaine un sujet d'éthique. Et vous avez dû l'étudier en long, en large, en travers cette année, sinon je pense que vous allez continuer de le faire. L'éthique et le droit ne font généralement pas très bon ménage. Le droit est composé de règles générales et absolues. L'éthique va, et surtout la bioéthique, va plutôt s'orienter vers des questions extrêmement fluctuantes qui tendent à définir la dignité de la personne humaine. Qu'est-ce que la dignité de la personne humaine pour un juriste? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Je suppose que dans les quelques années qui nous restent à vivre, vous et moi, nous pourrions essayer de le définir. On l'a défini de manière assez empirique. On est d'accord qu'aujourd'hui, il est hors de question de réduire les personnes en esclavage, il est hors de question de commercer sur des éléments du corps humain, il est également hors de question de faire certaines recherches qui vont porter atteinte à la dignité de la personne. Et encore une fois, on tourne en rond. Donc, le handicap, pourquoi nous avons choisi ce sujet aujourd'hui, nous avons discuté avec notre directrice de master, c'est parce que on est, je crois, à la frontière du droit et de la bioéthique, et la question qui se pose, c'est que c'est une espèce de cristallisation de toutes les questions. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va être considérée comme handicapée et partant, on va pouvoir faire certaines choses, ou même qu'on va devoir s'interdire certaines choses. Au-delà même du respect dû à la personne humaine, au-delà même de la prohibition de tout homicide, qu'est-ce qui fait qu'on peut s'interdire une pratique eugénistique? Qu'est-ce qui fait qu'on va s'interdire certaines recherches? Pourquoi le clonage est-il prohibé? Quand vous avez une question du handicap, et c'est une question assez, qui n'est pas si ancienne que cela, hein. Il faut vous imaginer que pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ciblaient non seulement les juifs, mais aussi les personnes porteuses de handicap, qui étaient considérées comme étant indignes de la race aryenne, donc puis éliminées. Et il faut vous dire que comme ça, on a en Allemagne emmené des camions entiers de personnes handicapées pour les exécuter. Ça a été quelque chose d'extrêmement violent. Donc, nous sommes sur des conditions qui sont relativement actuelles et qui imposent de se poser un certain nombre de questions. Donc, jusqu'où le droit peut-il aller en matière de handicap? Alors, bien évidemment, je vais faire un peu un plan en deux parties, comme savent si bien faire les juristes. Première partie, ce que fait le droit. Deuxième partie, ce qu'il ne fait pas. Ça manque effectivement d'originalité, mais ça a au moins le mérite d'être assez simple à comprendre et surtout à imaginer. Je ne vous le cache pas. Qu'est-ce que va faire le droit autour du handicap? Alors, le droit en matière de handicap, il est assez réforme. Il va venir de plusieurs sources. Vous avez déjà du droit public, où la puissance publique, au travers des maisons départementales des personnes handicapées, va tâcher de définir ce que c'est qu'un taux d'incapacité.
Pour cela, le droit est tout de même déjà assez pauvre. Qu'est-ce qu'une incapacité de tel ou tel taux? C'est une véritable question. Qu'est-ce qui fait que tel handicapé est réduit à une incapacité de plus de 80% et un autre, il est à 79%? C'est un seuil très important parce que ça conditionne le versement de certaines indemnités. Donc, qu'est-ce qui va faire que telle ou telle personne va pouvoir bénéficier d'indemnités? Là, vous n'avez pas 36 solutions. La seule solution, l'unique solution qu'on a trouvée pour l'instant, parce qu'on ne sait pas définir précisément le handicap et les besoins de la personne humaine, le seuil que l'on trouve pour l'instant, c'est le médecin. Le secours, c'est le médecin. Alors, le médecin ne raisonne pas en droit. Le médecin va à la limite raisonner selon des critères de médecine légale, c'est-à-dire qu'il va peut-être procéder à certains examens, mais il va procéder à ces examens en faisant appel à sa propre science médicale. Le droit, à un moment, va s'effacer. Vous voyez déjà que on touche ici à une certaine frontière du droit et de la bioéthique, c'est-à-dire de l'intervention médicale au soutien du droit ou peut-être contre le droit. Nombreux sont ceux, et je les oriente volontiers vers ma confrère publiciste, nombreux sont ceux qui viennent me dire « c'est absolument scandaleux, je ne suis qu'à 79% de taux d'incapacité ». Qu'est-ce que vous voulez que j'en sache? Moi, pauvre avocat, qu'est-ce que vous voulez que j'en sache? Alors, je peux faire part de mon expérience, je peux essayer de revenir sur certaines questions, mais l'avis du médecin va être suivi. Et le seul recours qui est ouvert, in fine, ce sont les recours en excès de pouvoir, dont vous savez, qui tendent à l'annulation d'une décision. C'est-à-dire que le tribunal administratif ne peut pas se substituer, évidemment, à l'administration. Son seul pouvoir est de déterminer si, oui ou non, l'administration a convenablement appliqué la loi. Donc, sur une compétence plutôt liée, comme peut l'être celle des maisons départementales des personnes handicapées, on se retrouve très vite avec un contentieux extrêmement stérile, parce que le droit est pauvre. Le droit ne peut pas, il est impossible de déterminer une liste de critères qui vont s'appliquer à telle ou telle personne et que l'on doit prendre en compte et à quel moment on doit les prendre en compte. Mais il faut prendre un traité de sciences médicales qu'on va appeler, je sais pas moi, code du handicap ou comme vous voulez d'ailleurs, et un code qui sera absolument indigeste, personne ne saura véritablement quand il s'applique ni pourquoi. En réalité, là, le droit trouve malheureusement une forme de limite. Alors petit à petit, la jurisprudence se forge très doucement, mais on voit tout de même beaucoup de décisions de rejet. Soyons extrêmement prudents. Autre source du droit, c'est toujours le droit public qui va s'appliquer en matière d'accès à l'éducation. Ça, je sais bien. L'accès à l'éducation, le code de l'éducation prévoit, lui, une liste d'aménagements qui n'est pas exhaustive. Liste d'aménagements qui n'est pas exhaustive, mais qui est, et je l'ai expliqué à votre collègue, madame le professeur, voyez-vous, tout à l'heure, à la faveur de cette rencontre que j'ai faite avec M. Panière, c'est une véritable liste qui n'est pas exhaustive, mais que pour autant, on a du mal à étendre. Et là, le droit va tâcher de, à nouveau, protéger, je ne sais pas si on peut dire protéger, mais de rétablir une certaine équité entre les sujets de droit, c'est-à-dire considérer que telle personne, parce qu'elle est handicapée, a le droit à tel aménagement. Et évidemment, qui dit règle de droit à ce moment-là dit sanction. La sanction qui va s'appliquer à ce moment-là, c'est devant le juge administratif, ce sera l'annulation de la décision, mais si on va devant le juge judiciaire, on peut très rapidement se retrouver devant une situation de discrimination. Et là,
c'est une situation qui conduit à demander des dommages d'intérêt. Alors, les dommages d'intérêt, c'est un moindre mal, si je puis dire. La discrimination, le juge judiciaire n'a pas de pouvoir absolument coercitif. Il ne peut pas imposer à quelqu'un de mettre fin à une situation de discrimination. Tout au plus peut-il, à mon sentiment du moins, lui enjoindre de restituer une certaine forme de dignité au travers du versement d'une réparation. Mais c'est encore une fois une certaine forme de assez imparfaite de réparation, puisqu'on va réparer en argent, on sait tous, et vous avez certainement appris ça en deuxième année quand vous avez étudié la responsabilité civile, on sait tous que bon, la réparation en dommages d'intérêt, c'est un peu pris de la vengeance, mais ça ne rétablit pas forcément une situation. Et d'un autre côté, c'est vrai qu'il faut aussi se mettre à la place des parties. À ce moment-là, il est tout de même très difficile, même si on signe une transaction, pour des parties à un procès de discrimination, de se retrouver, de s'embrasser après avoir conclu cette transaction et que chacun reparte vers dans une situation avant le procès, c'est-à-dire que peut-être on intègre quelqu'un dans l'entreprise ou que l'on intègre quelqu'un dans une formation. À partir de ce moment-là, on est sur quelque chose effectivement très délicat. Mais pour le coup, le droit va être un peu plus fort. La seule limite, c'est vraiment, à un moment ou à un autre aussi, la volonté des parties, même, encore une fois, très difficile de revenir dans un lieu où vous avez eu le sentiment d'avoir été discriminé. Et il est très difficile pour quelqu'un qui a été accusé d'avoir discriminé de manger son chapeau, ce qu'on comprend tout à fait. Donc le droit tel qu'on le connaît, il est à cette source-là, il est le droit qui permet peut-être de protéger la personne. Est-ce que cette protection doit s'étendre au-delà de la sphère civile et administrative? La réponse est bien évidemment oui. La protection, elle ne va certes pas en matière commerciale, c'est une certitude, mais en matière pénale, vous savez que le code pénal prévoit toute une série, prévoit déjà une infraction qui s'appelle l'abus de faiblesse. L'abus de faiblesse sur personne vulnérable, c'est le fait de profiter de la vulnérabilité d'une personne qui peut être une personne âgée ou une personne en situation de handicap pour obtenir d'elle des avantages, mais également toute une série de circonstances aggravantes tenant à la vulnérabilité de la personne. Alors là, vous avez évidemment pour toutes les infractions de violence, violence mortelle, violence plus ou moins légère, évidemment toutes les infractions sexuelles, le vol, toutes les infractions d'atteinte au bien, voilà, j'en passe, et je ne vais pas vous faire un catalogue, ce serait beaucoup trop long, mais toutes ces infractions ont cette particularité de prévoir que la vulnérabilité doit être apparente ou connue de l'auteur de l'infraction. Et là, vous avez une véritable difficulté. Qu'est-ce qu'une vulnérabilité apparente ou connue? Alors, connue, à la limite, quand les parties se connaissent, pas de problème. Mais apparente. Et là, vous touchez un élément essentiel du handicap. Le handicap, aujourd'hui, en France, on considère, mais les chiffres sont nécessairement imprécis, on considère que ce sont 12 millions de personnes. Ça touche 12 millions de personnes. Il n'y a pas 12 millions de personnes en chaise roulante pour autant. Il n'y a pas 12 millions de cannes blanches non plus. Il n'y a pas 12 millions d'appareils auditifs. Bon, il y a un peu de tout ça. Mais tout ça, tous ces handicaps qu'on appelle visibles, et qui, de
toutes les prothèses. C'est 15%, 15 à 20% de la population handicapée. Donc tout le reste, ce sont des handicaps dits invisibles. Et ce sont les handicaps les plus difficiles à définir et à accepter, et à faire accepter par le juge. Parce que quelqu'un qui dit, mais attendez, moi j'ai telle forme de diabète, ou moi j'ai tel TDAH, j'ai tel problème psychique, etc., le juge n'y comprend rien. Mais rien, pas du tout. On ne peut absolument pas trouver de solution pour lui faire comprendre, sauf sa propre expérience. Et il n'y en a pas beaucoup qui savent et qui comprennent que des maladies de cette nature sont invalidantes. Alors là, à nouveau, on recourt à l'expertise. On recourt à l'expertise du médecin. Mais le médecin est généralement dans la même situation que le magistrat. C'est tout de même quelque chose d'assez peu compréhensible. C'est quelque chose d'assez peu compréhensible pour lui. Et résultat, vous pouvez vous retrouver avec des décisions totalement étranges. Je vais penser, alors c'est pour le coup, c'est l'auteur qui s'est retrouvé handicapé, mais vous avez certainement entendu parler de l'affaire Sarah Halimi. Est-ce que vous voyez ce que c'est que cette affaire Sarah Halimi? Oui. Vous savez que cette malheureuse femme a été tuée dans des conditions absolument atroces par quelqu'un qui avait perdu la raison. Il y a eu un certain nombre d'expertises qui sont rentrées. Et l'expert a eu tout de même, un expert a eu tout de même, un psychiatre a eu tout de même, bon, c'est ça, non, attendez. Il n'est pas responsable de ses actes, pour autant il le fait pour une motivation religieuse. Incompréhensible. Comprenez la réaction du public, c'est absolument incompréhensible. Je crois que tous les juges, oui, forcément, tous les juges, le juge d'instruction, la chambre d'instruction, la cour de cassation, ont tout de même considéré que, dès lors que plusieurs expertises avaient conclu à l'abolition du discernement, il n'y avait pas lieu de renvoyer ce garçon dans une cour d'acide. Mais c'est une vraie difficulté de faire admettre qu'il y a eu un handicap qui s'est présenté et que ces personnes, en fait, n'étaient pas du tout sous l'empire de fumée de stupéfiants. En réalité, si vous lisez la Cour de cassation, vous vous rendez compte que cette dernière consommation de stupéfiants remontait à 48 heures avant les faits. Ce qui est largement suffisant pour provoquer des effets, mais ce qui pose évidemment la question très sérieuse de la préméditation, qui est quand même le critère essentiel de la saisine du juge. Donc dans ce dossier, on se retrouve avec quelqu'un dont on n'arrive pas à apprécier le handicap psychique, parce que c'est un handicap totalement invisible. Parce qu'en plus, on considère que comme la fumée du cannabis, il est responsable de ce qu'il a fait, mais on tombe très très vite dans le café du commerce, dans le lieu commun. Et c'est justement le travail du juriste à ce moment-là, de donner une espèce de force juridique à la décision expertale. C'est-à-dire de considérer que la décision du médecin va produire des effets de droit. Et à ce moment-là, vous êtes à nouveau dans une espèce de flou parce que le médecin, par hypothèse, il n'a pas de cour de cassation dessus. Donc le médecin, vous avez un qui va vous dire blanc, l'autre qui va vous dire noir. Quand vous en avez deux ou trois, c'est préférable, mais vous n'avez aucune instance d'appel. Aucune instance d'appel, encore moins d'instance de cassation. Vous n'allez pas avoir le Conseil de l'ordre qui va dire à tel et tel médecin, mes chers confrères, changez d'avis. Aucun Conseil de l'ordre ne le fera. Le Conseil de l'ordre, il va simplement vérifier si la déontologie a été respectée, et il ne peut s'en tenir qu'à ça, et c'est heureux. Il y a tout de même une certaine liberté dans les soins. Donc, que faire à nouveau face à cette vacuité, cette impuissance du droit pour apprécier, et à cette toute-puissance, paradoxalement, de l'éthique.
Et c'est là que se pose une question qui est celle, maintenant, des limites du droit. Parce que le droit, à la limite, va pouvoir permettre l'indemnisation d'un préjudice intégral, hein, type de la réparation intégrale, que le handicap soit visible ou invisible, parfois on va indemniser en estimant qu'il y a un handicap. Là, il n'y a pas de débat. Mais le droit, c'est tout ce qu'il peut faire. Après, il s'arrête. Et vous allez donc rentrer dans le domaine du médical. Alors, à nouveau, ce sont des libres propos que je vous soumets, mais il est évident que là, nous allons toucher à des sujets extrêmement sensibles. Nous sommes tous d'accord, vous avez tous en mémoire les articles 16 et suivants du Code civil, que certaines pratiques sont absolument interdites. Ces pratiques-là, on est d'accord pour une interdire. Mais c'est quoi l'eugénisme? Est-ce que vous pouvez considérer que telle ou telle personne doit être euthanasiée parce qu'elle n'est plus capable à un instant T de se mouvoir? Où commence l'euthanasie? Où va commencer l'eugénisme? Et là, on n'est plus du tout dans le droit. On est totalement dans une forme de morale, dans un respect de valeurs. Mais Mme Fabre-Magnan a commis il y a assez peu de temps un ouvrage là-dessus, sur la différence entre les principes et les valeurs. Les principes, ils sont généraux, ils sont intangibles. Les valeurs, elles sont propres à chacun. Et dans ce cas-là, vous sortez complètement de l'univers juridique. Vous allez vous retrouver dans un univers, comment dire cela, propre à chaque sujet de droit, qui peut considérer que telle personne peut valablement mourir. Alors, le législateur, dans d'autres pays, a essayé de pallier cette difficulté. Pensez en Suisse, en Belgique, c'est l'euthanasie, hein, le suicide assisté, ce qu'on appelle le suicide assisté. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile parce que une personne va vous dire, si je suis dans telle situation, je désire, je ne désire pas qu'on s'acharne, c'est encore autre chose. C'est quand vraiment la maladie est incurable. Que les médecins ont considéré que la maladie était incurable. Et après plusieurs avis médicaux, etc. Mais une personne qui dit, mais attendez, moi si je suis dans telle situation, je souhaite qu'on me pique. Là, vous êtes sur quelque chose de totalement différent. Et quelque part, on prend possession complète de son corps, ce qui, aux yeux du droit français, est extrêmement difficile et presque choquant. Donc, à nouveau, que peut le droit face à cela? Que peut le droit même pour cela? Parce que le suicide assisté, ça peut très vite dériver sur le meurtre. Est-ce que l'on peut autoriser un médecin à tuer un patient parce que ce patient l'a demandé? Alors là, vous avez un véritable souci pénal, d'ailleurs, qui s'élève, c'est évidemment la prohibition d'homicide. L'article 121-1, c'est clair, hein, le 121-1 du code pénal, interdit l'homicide, interdit l'homicide. Alors, la jurisprudence s'est prononcée là-dessus. Vous avez dû entendre parler d'une affaire qui était l'affaire de Mme Malèvre. C'était une affaire des années 2000, cour d'assises de Paris, une infirmière qui était poursuivie pour avoir aidé des patients à mourir. Elle est poursuivie pour homicide. Je me demande même si ce n'était pas pour assassinat. Et la cour d'assises a considéré, alors qu'elle était libre, hein, a considéré qu'elle était coupable et donc elle a été arrêtée à l'audience et immédiatement placée en détention. Voilà.
Je crois d'ailleurs que son pourvoi en cassation avait été rejeté. Mais on n'aura pas la motivation, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de motivation des cours d'assises. Mais concrètement, c'était une question extrêmement délicate de se dire que cette femme, au fond, c'était sa défense, avait abrégé les souffrances de personnes qui n'en pouvaient plus. Mais peut-on ainsi disposer de sa propre vie? Peut-on demander à quelqu'un de disposer de sa propre vie? Le droit allemand va avoir une réponse un peu plus nuancée, mais en droit français, c'est une prohibition absolue. C'est une prohibition absolue. Parce que on considère que le juriste, le droit, pour le coup, ne peut pas permettre de disposer d'une vie. Parce que sinon, si on commence à pouvoir disposer de la vie, alors là, en matière de handicap, mais tout est permis. Tout est permis parce que vous allez vous retrouver avec des gens qui vont décider que tel ou tel handicap doit être éliminé. Et là où vous pouvez avoir une difficulté, c'est lors de la grossesse, de la conception d'un enfant. Le test génétique révèle que l'enfant est porteur de telle ou telle infirmité. À nouveau, est-ce que, alors, vous avez évidemment la possibilité d'avorter en 12 semaines, c'est IVG, c'est tout à fait possible, mais si on s'en rend compte après, l'euthanasie fétale, qu'est-ce qu'on fait? Qui a le pouvoir? Est-ce que le droit a le pouvoir de réguler cela? Le droit, à nouveau, il ne peut que faire appel à la médecine. Et c'est donc la médecine qui va décider si oui ou non telle euthanasie fétale est possible. Et là, à nouveau, pas de cour de cassation dessus. Parce que la cour de cassation, elle pourrait dire, c'est oui, la procédure a bien été respectée, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Elle est obligée de s'en tenir à ses textes. Donc, à nouveau, vous vous retrouvez avec une difficulté absolument énorme, c'est-à-dire que là, vous êtes confronté à l'impuissance de la science juridique face à certains comportements. Et quand on parle de handicap, on doit forcément se méfier de tout ça. On sait, malheureusement, l'histoire nous l'a appris, les dérives auxquelles ce genre de pouvoir laissé à des médecins a pu conduire. On sait que des médecins, dans les années 40, mais même plus tard, on sait qu'il y a aussi des pratiques extrêmement choquantes qui peuvent se dérouler. On sait donc que les médecins sont capables du pire, comme les juristes d'ailleurs. Donc il faut absolument limiter leur pouvoir. Mais limiter leur pouvoir, il ne faut pas non plus que ça limite la science. Il faut bien vous rendre compte d'une chose, c'est que jusqu'au XXe siècle, concrètement, on a pu faire des recherches sur le corps de manière relativement bénigne. C'était interdit jusqu'au XIXe siècle, il était interdit de disséquer les cadavres. Donc, disséquer les cadavres, on s'est rendu compte que ça faisait pas mal de cadavres et que ça permettait de faire avancer la science. Donc, ça a été quelque part une façon de combattre certains préjugés. Et là, depuis le XXe siècle, on touche au vivant. Et comme on touche au vivant, on est sur une situation beaucoup plus périlleuse, au sens propre du terme. On est sur une situation où l'homme peut se transformer ou se tuer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors là, il n'y a pas beaucoup de solutions. Pas beaucoup de solutions pour les juristes que nous sommes. Qu'est-ce que nous allons faire? Ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire essayer d'interdire. Interdire tel ou tel comportement, mais est-ce qu'on va pouvoir tout appréhender? Évidemment non. On ne pourra pas tout appréhender. Est-ce qu'il faut même tout appréhender? Est-ce qu'il faut même tout interdire? Et là, ce sont de véritables questions. Ça peut d'ailleurs être le début de notre débat. Est-ce qu'on peut se permettre d'interdire toute recherche sur le vivant? Comme vous disiez, le code de propriété intellectuelle, même sur les obtentions végétales, vous vous rendez compte que non, on ne peut pas. Et quand vous lisez tous les articles L611, je crois que c'est 10 et suivant, il y a eu beaucoup de développement par un professeur vivant là-dessus, vous
pouvez largement vous inspirer de tout ça pour prendre en compte que non, on ne peut pas, on ne doit pas tout interdire. En revanche, on ne peut pas, évidemment, tout autoriser. Et il faudra, au nom d'une forme d'ordre public, mais à nouveau, notion extrêmement abstraite et confuse, il va falloir que le juge se penche véritablement là-dessus. Et le juge, il ne sait pas faire. Et donc, il revient au médecin. Donc, ça va être à vous. Ça va être à vous de jouer, maintenant. Et ça va être difficile, parce que vous allez devoir aller à la croisée des chemins et amener des juges par des voies à la fois émotionnelles et juridiques, et un peu morales, il faut bien le dire, à réfléchir à cette situation. On va se retrouver avec des décisions pléthoriques, et extrêmement divisées au début. Et dans quelle mesure la Cour de cassation pourra-t-elle mettre un frein à tout cela? Ça n'est pas évident. Donc le juge va devoir se mettre devant toutes ces difficultés. Ça va être un long travail de réflexion. Heureusement qu'ils sont plusieurs. Dieu merci, ça ne sera pas jugé à juge unique. Heureusement qu'ils seront plusieurs pour se pencher sur des questions extrêmement complexes, extrêmement vastes, et je crois n'avoir fait qu'effleurer devant vous cet après-midi. Voilà. Ainsi s'achève ce que j'aimerais appeler un propos liminaire. Je pense que nous pouvons tout à fait échanger sur ces divers points pour essayer de réfléchir à ce que pourrait être cet article-là, un comité de lecture. Alors, merci beaucoup, Maître Juglar. Effectivement, ce sont des questions tout à fait capitales. On n'a pas forcément de réponse. C'est là tout l'enjeu, justement, de l'éthique pour s'interroger sur tout ça. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez soulever auprès de Maître Juglar, ou des réflexions, des observations, par exemple? Non, rien ne vous vient pour le moment. Alors voilà, l'idée, effectivement, ça sera de voir un peu les contours sur lesquels on va pouvoir travailler sur l'article juridique, effectivement. Peut-être d'interroger, effectivement, ces questions de handicap, de voir l'intégration aussi du handicap dans la société. Donc là, je laisserai la main aussi à Maître Fauzy et puis à Maître Juglar pour vous suivre dans la rédaction de cet article, que l'on puisse voir les questions importantes. Alors, vous avez vu, elles sont très très variées. Hein, ça va de l'anténatal jusqu'à post-mortem. Donc c'est vraiment très très large. Donc peut-être voir un angle d'accroche ou bien quelque chose de beaucoup plus généraliste. En tout cas, vous avez déjà les pistes qui ont été posées par Maître Juglar. On pourra bien sûr en rediscuter. Et puis ensuite, vous aurez des relecteurs de choix qui vous accompagneront également. Et puis on verra quel comité de lecture sollicité par rapport à notre revue. Mais je pense que ça sera vraiment un exercice très intéressant parce que vous serez aussi pionnier dans cette matière puisqu'elle n'est pas enseignée actuellement dans le droit de la santé. J'espère d'ailleurs pouvoir inclure dans les années à venir, dans la maquette de Master 1, le droit du handicap comme matière. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose, soit Maître Juglar, soit Maître Fauzy, ou bien nous pouvons clôturer cette cérémonie? Je crois qu'on a déjà beaucoup parlé. Je n'ai même pas l'idée de l'heure. Très bien. Mais écoutez, ça va, nous sommes largement dans les temps, donc c'est parfait. Écoutez, je vous remercie en tout cas toutes et tous de votre présence, que ce soit donc en présentiel ou en distanciel. Je suis vraiment ravie de cette cérémonie, de nos nouveaux partenariats, de tout ce bilan extrêmement fructueux, de tous ces beaux projets à venir. Donc j'espère vous retrouver tous l'an prochain, que nos Master 1 soient devenus des Master 2 et puis puissent travailler sur ces belles thématiques. Donc merci vraiment à tous.